Madame, Messieurs, bienvenue sur Gabon 24. Depuis lundi, nous nous efforçons de vivre avec vous le procès Bongo, Valentin, voilà, j'allais dire Sylvie et Noureddine, mais pas seulement. Il y a 10 co-accusés que l'on a vus à l'instant au palais de justice à la barre, puisqu'il s'agit depuis hier pour la Cour de faire cette enquête de moralité de ces 10 autres co-accusés qui sont tous présents au palais de justice de Libreville, une étape qu'on essaiera donc de comprendre avec nos invités qui sont déjà ici. Madame Christelle Nsam Mikumba, psychothérapeute et psychologue, merci d'avoir accepté l'invitation de Gabon 24. C'est toujours un plaisir d'être avec vous. Et nous sommes toujours avec Pierre Minsa, acteur de la société civile. Merci encore une fois de vous être déplacé pour l'invitation de Gabon 24. Pour cette actualité qui se déroule à Libreville, la première fois dans l'histoire, nous sommes tous en alerte. Alors, Monsieur Minsa, je vais commencer par vous. Nous sommes quand même au 4e jour de ce procès. Peut-être déjà faire une sorte de point, de bilan. Que retenir de ces 4 jours? Premièrement, la justice nous a fait des grandes révélations. Et je crois qu'à travers ces grandes révélations, les Gabonais commencent à comprendre la moralité des gens qui étaient à la manœuvre, à la tête de notre pays, et qui n'étaient pas là pour servir l'intérêt général, mais pour l'intérêt particulier. À cet instant, nous pensons que nos magistrats sont en train de faire le travail qu'on attendait d'eux depuis des années, vraiment, et qu'ils doivent rester dans cet élan pour les autres affaires à venir, de sorte qu'on ne retrouve plus les innocents en prison, les coupables dehors, afin que le Gabonais puisse vraiment se dire la justice est prononcée en faveur, je voudrais dire, au regard des dispositions statutaires de la loi. Madame Nsam, à votre niveau, vous êtes une psychologue, vous suivez également avec nous ce procès. Comment l'appréciez-vous? Alors déjà, de peur de me répéter, c'est quand même un fait inédit. C'est un fait inédit et c'est vrai que j'ai tendance à le dire dans mon salon en disant ce que j'écoute, c'est un jeu de Monopoly ou bien c'est de la réalité. C'est bien la réalité, et la triste réalité. Exactement, au-delà effectivement des sommes qui s'en dégagent. Et souvent on a envie de dire, mais on a payé en fait le prix de tout cela. Parce qu'en fait nous sommes des victimes en fait de la mauvaise gestion de la cité jusqu'à aujourd'hui. Et voir justement ce procès se dérouler, c'est de dire, on croit en fait à un avenir meilleur. Vraiment pour dire, on va vraiment vers l'essor, vers la félicité dont prend tant le chef de l'État. Donc pour dire vraiment pour nous, c'est un cri de joie. Pour dire nous souhaitons vraiment que les choses se fassent pour à nouveau nous puissions avoir confiance en notre loi. Alors je l'ai dit à l'entame, depuis hier, la Cour a dû suspendre l'audience pour reprendre ce matin également. Elle est la Cour sur l'enquête de moralité de ces 10 co-accusés qui sont à la barre. Pour beaucoup de Gabonais, c'est comme une sorte de perte de temps parce qu'on a directement envie d'aller à l'essentiel. On parle de blanchiment de capitaux, de détournement de fonds, d'usurpation d'identité. Quelle est la nécessité pour la Cour de passer par cette étape? Alors, la loi obéit à des étapes. Et dans ces étapes, effectivement, cette étape est obligatoire pour permettre effectivement à ceux qui sont censés donner des verdicts de s'appuyer effectivement à ce que l'on peut intituler la moralité en fait des accusés. Et de ce fait, pour pouvoir effectivement accuser quelqu'un et lui donner des peines assez profondes, on veut notifier si cette personne en réalité a un problème de santé mentale ou pas. C'est vrai que pas au-delà de tout ce qui est sorti jusqu'à présent, nous constatons que tous estiment qu'ils sont bien psychologiquement, ils n'ont pas un souci. Cependant, c'est une erreur. Souvent, les individus sont facteurs de maladies mentales ou encore de dysfonctionnement mental, mais ils ne sont pas informés de cette situation. Alors, on peut pouvoir dire que c'est des personnes qui sont cohérentes, qui sont bien en griffe, mais ils ne sont pas bien. Et pour ça, il va falloir passer par des tests de personnalité. C'est à cette condition qu'on peut dire ces personnes sont aptes ou pas du tout.
Mais cependant, il y a aussi un aspect du comportement qu'il faut noter. L'aspect du comportement est qu'on peut avoir une bonne moralité, mais l'environnement vient te déformer. C'est-à-dire en fonction de tout ce qui se passe, parce qu'il y a de l'impact du milieu. Et le milieu peut effectivement transformer l'être qui était là en amont. Donc pour dire que certes, on a l'impression que ce n'est pas nécessaire, mais c'est très important pour pouvoir sortir des profils psychologiques, parce que là, ce n'est pas des profils psychologiques malheureusement, c'est ce qu'ils sont de manière générale. Et à partir de là, chacun peut s'identifier, parce que ça permet aux personnes de pouvoir se retrouver dans ces profils que plus tard, ils peuvent modifier pour éviter effectivement d'atteindre ou bien encore d'en arriver à ceux que les autres ont aujourd'hui. Monsieur Missa, lorsqu'on les écoute, ces 10 co-accusés, ils ont l'air normal, ils sont cohérents, on les décrit, du moins leur entourage, lorsqu'il y a eu le décret de renvoi qui a été lu hier, comme des personnes même naïves pour certains, mais alors que les chefs d'accusation qui les amènent devant la barre sont des chefs d'accusation assez graves, détournement de fonds publics, usurpation d'identité et même usurpation du cachet du président de la République. Est-ce qu'on devrait se fier à ce qui se dit actuellement? Comment pouvoir comprendre la moralité de ces personnes et les faits qui leur sont reprochés? Merci. Vous savez, moi je voudrais commencer par la base. Nous avons appris au Gabon, après nos études secondaires, nous avons été jetés avec fierté à l'université Omar Bongo. Oui. À notre époque, le restaurant, pour y avoir accès, il fallait 150 francs. Alors, regardez, quand je parle de la base, cette enquête de moralité m'a emmené, moi, à comprendre que l'injustice a commencé au Gabon depuis des années. Les 3/4 de ceux-là que j'ai regardés, soit ils ont appris au Canada, ça veut dire qu'ils ont obtenu des bourses pour le Canada. Ça signifie ce que ça signifie. En tout cas, ils ont appris à l'étranger. Non. Pour beaucoup. Non, on peut aussi apprendre au Cameroun, c'est toujours l'étranger. Je peux apprendre à Kiossi, c'est toujours l'étranger. On ne va pas leur en vouloir quand même d'avoir été issus de familles qui leur permettent d'aller jusqu'au Canada. S'il vous plaît, ce sont les bourses de l'État. Canada, Angleterre, ils n'ont pas cité en tout cas les petits pays. Ils n'ont pas cité les petits pays. On a quand même écouté M. Saliou qui a dit qu'il a appris à Fram, un peu au Gabon. Un peu au Gabon, ok. Mais je parle des 3/4. Ça veut dire qu'à cet instant-là, les pays où eux, ils ont appris, ce sont les pays qui sont garants de la bonne gouvernance. La bonne gouvernance. Ce sont les pays où le crime est interdit, le crime financier. En tout cas, où la démocratie... Où la démocratie règne. Règne, oui. Ça veut dire qu'eux, quand ils sont allés apprendre là-bas, ils n'ont pas fait, ils n'ont pas pris en bien ce que les autres ont pris pour faire développer leur pays. Ils ont étudié les stratégies leur permettant de dépouiller l'État. C'est ça, c'est ce que moi je comprends. Donc, vous allez à l'université, vous allez au Canada avec des Sénégalais et autres. Les Sénégalais se préparent à faire développer le Sénégal. Et vous, quand vous revenez au Gabon, c'est pour être budgétivore. C'est pour sacrifier toutes les générations. À titre de rappel, Madame Marielle. Dites-nous, Monsieur Missa. Vous savez, au regard des montants qui sont déclarés là, et de ce que nous avons vu dans les cantines quand les militaires sont arrivés au pouvoir, il y a des jeunes générations aujourd'hui, après leurs brillantes études à l'université depuis 2015, qui ne trouvent pas de l'emploi. Ni à la fonction publique, ni au secteur privé. Et dans le secteur privé, l'homme qui s'appelle Noureddine Bongo, avec toutes ces sociétés écrans qu'il a créées, il n'a recruté aucun Gabonais. Aucun. Bon, mais ces co-accusés disent quand même qu'ils sont Gabonais. On a Mohamed Saliou et Abdoul Saliou qui revendiquent la nationalité gabonaise. Bon. Ils ont travaillé pour lui, donc... Nous pouvons le lui accorder. Combien de personnes... Noureddine Bongo a créé combien de sociétés écrans?
quand vous avez écouté nos vaillants magistrats parler, plusieurs sociétés écrans. Si on va sur la base des effectifs de 50 par entreprise, multiplié par le nombre de sociétés écrans, ça veut dire que Nourdine Bongo pouvait recruter au moins 1000 jeunes Gabonais. Ça n'a pas été fait. Ça n'a pas été fait. Alors aujourd'hui, je me dis que les disques que je vois là à la télé, ces disques-là, et pourtant, certains sont issus des grandes familles. Et quand on a écouté à tout de rôle, selon les témoignages, ils sont calmes, ils ne sont pas ils aiment confrontés. La famille. Ils aiment la famille. En principe, ils sont dans le social. Aux autres. Vous voyez? Ils viennent en aide aux autres. Oui. Vous voyez? Alors, ça veut dire, en d'autres termes, que c'était des gens bien au départ. Mais ce sont les gens attachés au poste. Parce que c'est Nouroudine qui a transformé ces gens-là. Alors c'est Nouroudine. On va parler vite en besoin. Madame Minsa, vous êtes quand même une psychologue. Non, c'est pas Madame Minsa. Est-ce qu'il faut dire... Non, pas Madame Minsa, Madame Sam, excusez-moi. Vous êtes quand même une psychologue. Permettez, Monsieur Minsa, effectivement, de revendiquer votre patronyme. Madame Sam, est-ce qu'il faut accuser automatiquement, systématiquement l'entourage et tout rejeter sur M. Noureddine et Mme Sylvia, ou évoquer peut-être une sorte de dédoublement de personnalité de ces co-accusés, parce que le Gabonais a quand même du mal à comprendre que des personnes bien parties pour la vie, ils ont fait de hautes études à l'étranger, ils sont revenus même retravailler pour le Gabon et se retrouvent ici à la barre. Comment comprendre psychologiquement parlant? Alors, M. Minsa relevé un fait. Il faut se fier toujours à la base. C'est quoi la base? L'individu est fonction d'un milieu. On peut justement avoir une très bonne moralité. On ne parle pas de l'aspect psychologique. Moralité parce qu'on arrive dans un environnement qui nous a donné des valeurs. Oui. Et on arrive dans un environnement où en fait les valeurs sont bafouées. Et on est sous tutelle parce qu'en fait si nous ne faisons pas X, nous allons nous retrouver à X endroit. Parce qu'il ne faut pas, en fait, comme si nous faisions la politique de l'autruche, il y a encore un passé récent, on n'avait pas la capacité de pouvoir s'exprimer. Donc, ce qui fait que quand on revient effectivement dans un environnement où, en fait, les choses sont faites telles qu'elles devraient être faites, on se retrouve dans cette situation-là. Donc, ceux-là peuvent être ceux qui ont hérité, malheureusement, effectivement, des dédoublements de personnalité. Mais tout dépend aussi de l'origine, de comment ils ont vécu dans leur enfance. Parce que, comme je dis toujours, l'être humain a besoin réellement de ce que l'on appelle l'affection parentale. Mais alors, quand on regarde pour M. Abdoul et son frère, M. Aliou, ce sont des enfants issus d'une fratrie, musulmans pratiquants. Donc, on se dit que là, la moralité y est, si on veut faire confiance à la religion. Alors, il y a plusieurs autres frères et sœurs avec papa et maman. Qu'est-ce qu'il faudrait de plus pour un enfant pour être moralement bien constitué? C'est la partie visible de l'iceberg. Quand vous remarquez les profils, je dis bien profils psychologiques, parce que ce qu'on a pu voir jusqu'à aujourd'hui, ce ne sont pas des profils psychologiques. Parce que quand on parle de profils psychologiques, il y a beaucoup d'aspects qui rentrent en ligne de compte. Oui. Donc on a besoin comme ça des tests de personnalité pour pouvoir notifier si quelqu'un est phlegmatique. Bref, dans tous les cas, ce qui a été fait n'est pas un test, ce ne sont pas des aspects psychologiques. Cependant, l'être humain a cette capacité adaptative en fonction des blessures émotionnelles qu'il a pu avoir tout au long de sa vie. Donc vous et moi, nous pouvons nous lever un matin et décider de voler les caisses de l'État, voler de l'argent de l'État. Bien dans la mesure où, si quand j'étais toute petite, on m'a toujours marginalisée et par conséquent, je me retrouve dans un environnement où la capacité de pouvoir être au-dessus des autres me le permet. Si c'est vrai qu'on ne parle pas de M. Noureddine, mais prenons le cas de M. Noureddine qui n'a pas été marginalisé. Il est issu d'une famille assez aisée. Non. C'est ce que nous nous trompons. Le harcèlement en milieu scolaire peut être capable de pouvoir effectivement créer quelqu'un de dédoublement de la personnalité. Pourquoi pas permettre à ce que quelqu'un devienne mythomane? Être dans une grande famille n'est pas synonyme du fait que la personne est bien. Et le plus souvent même, la majorité de nos patients, ce sont des enfants effectivement qui sont issus de bonnes familles. Pourquoi? Parce que les parents ne sont quasiment pas présents. Les enfants sont élevés par d'autres personnes. Donc, en conséquence, le réservoir affectif n'est pas plein. Ce sont des enfants qui grandissent très mal et qui ont justement ce problème de respect, ce problème d'identité qui fait quand ils se retrouvent dans un environnement où le pouvoir doit être mis en exergue, ils ont se baser sur le pouvoir pour assujettir en fait tout ce qui sont autour d'eux et malheureusement se retrouvent dans ces délits parce que ces personnes-là veulent absolument démontrer que je suis supérieur à vous et
on arrive dans tout ce que nous avons pu enregistrer jusqu'à présent. Monsieur Missa, est-ce que c'est le cas de ces 10 co-accusés à la barre aujourd'hui? Est-ce qu'ils ont voulu prouver quelque chose au peuple gabonais? Est-ce que tous, finalement, pour ne pas les citer, ont été victimes d'une maltraitance dans leur enfance? Est-ce qu'on devrait toujours accuser l'environnement, finalement, pour essayer de les déculpabiliser? Je ne suis pas pour cette analyse-là. Parce que nos enfants sont où? Nous. Nos enfants sont dans nos écoles. Le père et la mère sont au travail. Quand vous dites vous, ceux issus d'une certaine classe sociale? Voilà, vous et moi. Nos enfants sont dans nos écoles. Et pour parler de cela, Noureddine Bongo. Mais Noureddine Bongo a été un enfant comme tout autre. Comme tout autre. Et lui, la chance qu'il a eue, c'est qu'il a grandi au milieu de ses parents. Papa et maman, oui. Non divorcés. Non divorcés. Ça veut dire qu'il a reçu cet amour parental des deux côtés. Est-ce qu'il faut simplement l'affirmer, Madame la psychologue n'est pas forcément d'accord avec vous? Je ne dis pas qu'elle soit d'accord, mais je dis les actes qu'ils ont posés n'ont rien à voir avec les groupes de pères auxquels ils ont appartenu. Non. Ce sont les brigands qui sont nés pour être brigands, quels que soient les enseignements qu'on a pu inculquer à ces gens-là. C'était déjà ça. Parce que c'est quand même étonnant, quelqu'un qui va dans de grandes universités, dans de grandes écoles, financiers de carrière. Eux, ils n'ont pas appris à l'université Omar Bongo, que nous appelons fourre-tout. Oui. Mais ceux qui sortent de l'université Omar Bongo sont des modèles. Mais nous sommes dans un pays qui n'est pas du tout dans l'option de démocratie totale à l'époque. Mais eux, ils ont appris dans des grands pays. Vous voyez? Mais dans ces grands pays-là, regardons comment ces pays sont développés. Nous, on nous a dit au village, quand on vous enlève au village, pour vous envoyer faire vos études en ville à Bitam, c'est pour copier en bien ce que vous avez vu à Bitam et vous devez ramener ça au village. Oui. C'est la raison pour laquelle, pour certains, nous avons des bâtisses dans nos villages. Parce qu'on a vu ça à Bitam, en ville. Bon, eux, ils sont allés en Angleterre. Pourquoi les parents ont envoyé ces jeunes-là en Angleterre? Pour certains, au Canada, pour d'autres. Voilà, en France, au Canada et partout. C'était pour voir comment ces pays se développent afin de ramener ça au Gabon et permettre aussi au Gabon de bénéficier de cette expertise. Mais malheureusement, ils ne sont pas allés étudier les bonnes méthodes. Ils sont allés étudier les stratégies de vol, du pillage. C'est ce qu'ils ont fait. Et s'agissant des disques que nous voyons à la télé là, oui. Sauf les deux imams, les gens du Abdoul et voilà. Aliou. Sauf eux, mais les autres sont sous influence de Noureddine parce que eux, c'est le paraître. Le paraître pourquoi? Le paraître parce qu'ils veulent conserver les postes. Ils ont oublié qu'avant eux, il y avait des gens là, et ces gens-là ont terminé en prison. Et quand eux aussi, ils sont arrivés, ils voulaient tellement protéger les postes qu'ils étaient obligés... Est-ce que là, ce n'est pas un jugement de valeur, Madame la psychologue? C'est effectivement un jugement de valeur qui sont là. Peut-être replacer les choses dans leur contexte. Oui, Madame. Alors, ce que monsieur dit est totalement vrai. Sous le fait, en fait, qu'il a si bien dit qu'au village, il était au village, on lui a dit que quand tu vas en ville, tu imites quelque chose de bien, tu reviens, tu reproduis. Alors, est-ce que nous sommes sûrs que l'information est passée sur ces derniers? Second aspect, il a relevé aussi un fait sur la source d'influence. Et les sources d'influence, effectivement, sont là pratiquement au Gabon. C'est-à-dire qu'on veut, comme il a si bien dit, maintenir le poste. Et pour maintenir le poste, on est prêt à tout. Et certains disaient que... Et c'est clair qu'à cette condition, on parle bien des brigands. Parce que, vu les faits que nous sommes en train de constater aujourd'hui, ce sont des brigands parce qu'ils ont fait un passage à l'acte. On n'accuse pas. Il y a des preuves, tout ce qui va avec. Cependant, on veut comprendre
Pourquoi on peut en arriver là? Et nous sommes dans les pistes de solutions en fonction de ce qu'il est en train de dire. Parce que si on veut préserver un poste, en réalité, surtout dans nos cieux, on va se mettre à faire des choses qui sont peut-être contre notre culture, contre nos valeurs, sous prétexte que c'est comme ça que ça se passe. Et on était dans d'autres cieux. Rappelez-vous, il ne faut pas qu'on nous faisons l'amnésie volontaire. On était dans un Gabon où on disait, on va encore faire comment? Et parce qu'on va encore faire comment? On était un peuple qui s'était assujetti, qui acceptait tout et qui même malheureusement ne connaissait même pas en fait ce qu'on a droit et ce qu'on n'a pas droit. C'est aujourd'hui que nous finissons par comprendre donc l'argent du contribuable sert à... On avait comme l'impression que l'argent du contribuable servait seulement à ceux qui dirigeaient. Comment comprendre par exemple, Madame Sam, vous allez poursuivre, Monsieur Mintsa, que cette dame qui occupait le directeur comme directeur d'affaires financières au niveau de la mairie de Libreville, Madame Mombo, si je ne me trompe, se retrouvait avec des primes mensuelles de 4 millions, un salaire qui oscillait entre 1,5 million et 2 millions, avec des primes de 4 millions, alors que pour poursuivre dans la lancée de Madame Sam, à côté, il y avait parfois des mouvements d'humeur du côté de l'hôtel de ville où des acteurs de la société civile revendiquaient des salaires, revendiquaient pour ceux de la main-d'œuvre non permanente des émoluments. Comment se fait-il qu'une seule personne pouvait bénéficier d'autant de primes? C'est un système de pensée. Marielle? Oui. 4 millions, 5 millions, c'est même rien. Ça, c'est ce qu'elle veut nous faire comprendre. En réalité, si on vérifie, elle gagne plus. Puisqu'on est encore dans les enquêtes de moralité, elle gagne on plus. essaye de comprendre. Alors, comment comprendre que coordonnateur général des affaires présidentielles, dans ses fonctions, il avait un salaire qui n'atteignait pas 3 millions. 2 millions et quelques, oui. 2 millions et quelques. Mais sa prime mensuelle varie entre 100 millions et 500 millions. Quand on sait qu'au niveau de la présidence ici, il y a ceux-là qui ne sont payés qu'à 150 000, qui sont dans la main-d'œuvre non permanente. Pendant ce temps, quelqu'un qui a déjà un salaire de 2,9 millions reçoit aussi une prime qui varie entre 100 millions et 500 millions de francs CFA. Or, les textes disent que le cumul de tes primes, on appelle prime supplément du salaire, oui. Le cumul de tes primes ne doit dépasser le tiers de ton salaire de base. C'est ça les dispositions de nos textes. Pour quelqu'un donc qui a 2,9 millions, une prime de 500 millions, bon, comment a-t-il fait pour obtenir cette prime de 500 millions? Mais pour revenir par exemple au cas de Mme Mombo, elle s'est appuyée sur les textes existants, effectivement, disant qu'elle n'était pas la première. Les textes, non, elle n'est pas la première. Elle ne peut pas être blâmée pour ça. Parce que l'institution qu'on appelle la mairie a son organisation. Et pour mettre en branle cette organisation, il y a les textes qui ont été pris. Oui. Ce sont les arrêtés ont été taillés à la mesure des responsables, des maires de l'époque. Attendez, Madame Marielle, vous pensez que Madame Mombo en question là, elle a remis son CV à qui pour être à la mairie? Elle nous l'a dit à Yann Goulou, à M. Yann Goulou qui était directeur de cabinet de M. Noureddine. Est-ce qu'elle a remis ce CV à Pierre Mintsa? Non. Est-ce qu'elle même s'est déplacée pour déposer ce CV à la mairie? Non. Donc elle a utilisé un parapluie. Son parapluie c'est Yann Ngoulou. Et Yann Ngoulou a un autre parapluie. Ce parapluie s'appelle Noureddine Bongo. Et Noureddine Bongo a toutes les clés possibles. C'est pourquoi hier, je vous parlais des visas d'opportunité et de conformité. On se retrouve effectivement dans un système où finalement on arrive à tous être autour d'une seule et même personne, Noureddine Bongo Valentin. Avec sa mère. On a effectivement avec sa mère, on a le cas de Madame Mombo, on a le cas de Saliou qui a expliqué tout à l'heure comment il était arrivé directeur de cabinet, c'est pas rien, du président de la République, même si c'était l'adjoint, à seulement 30 ans, Madame. Très bien. Madame Déjà, Sam. il faut que nous dissocions en fait le débat. Ici, nous sommes... Comment retenir l'enquête de moralité? Oui, qu'est-ce qu'il faut retenir? L'enquête de moralité et la gestion de la cité, c'est deux aspects. C'est vrai que la gestion de la cité fait intervenir la moralité. Donc, c'est un individu qui arrive dans un environnement qui est fait ici, parce que ce qu'on est en train de dire, que tel a été taillé certains aspects, certains arrêtés. Oui. Un individu arrive, il se fond en la masse et il fonctionne. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on puisse relever vraiment les aspects
En fait, sur quels critères se base-t-on en réalité pour pouvoir prendre des personnes autour de ce système? Est-ce que finalement les enquêtes de moralité au Gabon sont biaisées? Est-ce que finalement on ne peut plus se fier à M. Minsa qui vient nous dire qu'il a une expertise en ceci, en cela, et que lorsqu'on interroge Mme Sam, qui est peut-être sa sœur, elle nous dit oui, c'est quelqu'un de fiable, il est même parfois naïf, puisque c'est le cas de ses co-accusés. Très bien, on constate même effectivement que comment se passent même les enquêtes de moralité, parce que ça a été décrit. Il suffit d'avoir un parapluie et finalement on se retrouve en tête parachutée à un endroit et finalement c'est clair qu'on ne peut qu'enregistrer ce type de dysfonctionnement. Madame Tsam, Monsieur Minsa, permettez qu'on observe une courte pause puisqu'on est déjà arrivé à la fin de cette première partie. On revient en deuxième partie, on va revenir quand même sur certains témoignages à la barre. Monsieur Mvouranjami, Monsieur Ela Ekoga, Monsieur Yann Goulou et bien d'autres. On aura l'occasion, si bien sûr la technique nous le permet. On marque cette pause. Gardez vos idées en place, Monsieur Minsa. Je sais que vous rangez votre frein et on se retrouve juste derrière. Quatrième jour du procès Bongo Valentin. Que retenir de l'enquête de moralité des 10 autres co-accusés? Madame Tsam est toujours avec moi sur ce plateau, psychothérapeute et psychologue. Et Monsieur Pierre Minsa, qui n'est plus à présenter, acteur de la société civile. Madame, Monsieur, vous aviez la parole avant qu'on ne referme la première partie de cette émission. Mais quand même, un témoignage, ou du moins la réponse à une question m'a interpellée lorsqu'on les écoutait. On aura l'occasion de revenir sur certains. C'est la réponse de Monsieur Abdoul. Il dit ceci, il était directeur général de l'entreprise privée Mayena, mais qu'il était détenteur d'un passeport diplomatique, M. Minsa, où la fonction n'était pas directeur général de Mayena, mais conseiller spécial. À ce moment-là, est-ce que c'est la moralité de M. Abdoul qui est remise en question ou la moralité de celui qui lui avait donné le passeport? Et il l'a cité nommément l'ancien chef d'État Ali Bongo Ondimba. Monsieur Abdoul, ce brigand de grandeur nature. Bon, mais ce plateau n'est pas un autre tribunal, Monsieur Minsa. Vous avez un passeport? Oui. Un passeport ordinaire? Oui. N'est-ce pas? Où c'est écrit journaliste, puisque je suis journaliste. Voilà, c'est un passeport ordinaire. Ordinaire, oui. C'est même pas un passeport de service. Non. C'est un passeport ordinaire. Mais quelqu'un qui est directeur général dans une société privée, il se retrouve avec un passeport diplomatique et il veut accuser le président Ali Bongo Ondimba. Et nous savons que son attachement à Ali Bongo Ondimba, c'est Nouroudine. C'est Nouroudine. Quand je vous disais hier que Nouroudine a fait des placements partout, que ce soit au public ou au privé, et pour faciliter la circulation de tous ses amis voyous, il a remis à chacun des passeports diplomatiques pour pouvoir circuler en toute liberté. Vous n'avez pas la possibilité de faire votre passeport ordinaire au CEDOC-là et l'avoir le même jour. Non, du tout. N'est-ce pas? Il faut attendre quelques jours, il faut attendre quelques jours, c'est ça, non? Semaine, Ce sont les facilités-là que tous ces gens qui sont victimes aujourd'hui, je ne dis même pas qu'ils sont victimes, qui ont agi sous l'influence de M. Nouroudine Bongo et de sa mère, ce sont ces avantages qu'ils suivaient. Ils sont attachés à l'argent. Or, quand on est attaché à l'argent, qu'est-ce qu'il avait dit à l'époque? Notre doyen Assélé, Jean Boniface, il avait dit, à notre époque, nous, on volait avec les pelles. Mais eux? À Combessi est arrivé. Il a volé avec les paniers. La Young Team, les Black Boys, on a appelé ça... Black Boys, voilà. Ensuite Young Team. Oui, ils sont arrivés, ils ont volé avec les Caterpillar. Bon, Nouroudine est aussi arrivé avec tous ces gens-là, parce qu'avec Alianga, on n'a pas vu ça. Ça veut dire qu'eux, ils ont intensifié le vol. Et surtout usé de pratiques... Des pratiques mafieuses. Des pratiques mafieuses. Oui. Les pratiques mafieuses sont de nature à perturber l'ordre public. Quand ils ont posé les actes qu'ils ont posés là, Dieu merci, j'ai à mes côtés la psychologue Nsam. Je crois qu'il est sorti de l'école depuis 2016, formé durement à l'université Omar Bongo. Tout à fait. N'est-ce pas? Vous la connaissez très bien, monsieur Minsa. Oui, formé durement à l'université Omar Bongo. Ce sont les bons produits que nous fabriquons, nous formons dans notre pays. Alors, il se trouve que quand elle termine ses études en 2016, un an avant
ces voyous-là avaient déjà instauré le gel des recrutements. Oui, donc, 2015. Donc, aujourd'hui, elle n'est pas salariée, elle n'est pas fonctionnaire. Pourquoi? Parce que ces gens-là avaient mis en place les mécanismes qui leur ont permis d'emmagasiner l'argent. L'objectif à terme, c'était de prendre le pouvoir. Il faut que les gens le disent. Donc, ils avaient déjà mis en place tout un système. Une tentative de déstabilisation de l'État. Effectivement, c'était ça leur objectif. Et je vous assure que si les militaires ne se seraient pas intervenus au soir du 29 au 30 août. 29 août 2023, peut-être que vous-même, vous n'allez même plus être ici. En tout cas, peut-être que les militaires en question n'allaient même plus être en vie. Rester à spéculer, mais Madame Tsam, ce n'est pas des spéculations, c'est la réalité. Ils ont mis leurs gens partout pour prendre le pouvoir. Ça veut dire qu'ils étaient prêts à pousser Ali Bongo dans un trou pour dire, bon, tu nous emmerdes ici, va déjà, parce que nous, on doit régner. Monsieur Mintsa, on le comprend bien. Madame Tsam, pour comprendre quand même la moralité de ce monsieur Abdoul, est-ce qu'il faut remettre en question, parce que lorsqu'on cite, s'il disait que c'est Marielle Biogou qui lui avait remis ce passeport, je suis un peu mise en cause quand même. Lorsqu'il cite le chef de l'État, est-ce que c'est la moralité de l'ancien chef d'État qui est remise ici en question? C'est une accusation mensongère vis-à-vis d'Ali Bongo. Ou sa moralité? C'est Nouroudine. Très bien. Alors déjà, moi, je peux dire que j'ai froid au dos quand j'écoute cela. Surtout sur l'adage qui pouvait ressortir de l'ancien, en fait, Assélé. Si on a les oreilles pour écouter, nous devons comprendre qu'il faut que ça cesse. Ça veut dire, en fait, ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui, je pense que, s'il vous plaît, ne prenez pas, je ne sais pas ce qui est plus grand que le Caterpillar, je ne sais pas, peut-être des wagons de train pour dire, vous aussi, vous allez faire la même chose. On espère en tout cas que cette... Parce que c'est très grave. On est dans une amplification de système parce que, comme je ne cesse de dire, le système, c'est quelque chose et la moralité en est une autre. La moralité vient rentrer dans le système. Mais si le système est assez vaste, la moralité perd sa crédibilité. Ce qui fait effectivement, là, on a affaire à quelqu'un qui devient dysfonctionnel, qui est capable comme ça de nous ressortir une forme de mythomanie. Parce que pour lui, en fait, pour se défendre, il faut bien qu'il dise des choses. Et quand on essaie effectivement d'analyser, on comprend en fait qu'il n'était pas directement lié avec l'ancien chef de l'État. Donc on est toujours en train de couvrir quelqu'un, on est toujours dans un système. D'où l'importance de pouvoir couper la tête de ce système pour qu'effectivement les moralités soient libres, que chacun de nous, dans son couloir, soit capable de pouvoir exercer avec effectivement toute sa crédibilité. Pour qu'aujourd'hui, les Gabonais puissent avoir confiance, c'est-à-dire à la justice, aux policiers, aux administrations, tout ce qui va avec, parce que le système a pris le devant. Je me rappelle, dans une administration, une fois, je pars et quelqu'un me dit, oh, s'il te plaît, je ne suis pas plus fonctionnaire que quelqu'un d'autre. Pourquoi? Parce que c'est une manière de concevoir, c'est une manière de penser. Un vrai problème de mentalité, de moralité. Exactement. Donc, n'essayons pas de pouvoir régler ce problème de manière légère. C'est une forme de personnalité qui est ancrée chez nous en termes que Gabonais, une manière de voir, de penser, de faire. C'est cette manière que nous devons formater. Est-ce que les Gabonais, Madame Tsam, vous voulez dire que les Gabonais peuvent se reconnaître derrière ces co-accusés? Bien sûr, on peut dire que c'est la dernière phase qu'on a mis un terme là en 2023. Il y avait ceux qui étaient mis en avant. On a parlé de Young Team, je ne sais pas trop ce Opération Mamba, voilà. Opération Scorpion. Donc ça veut dire que ceux-là, ils sont simplement venus amplifier un système qui existait déjà, ils n'ont rien créé. Monsieur Mintsa, est-ce que vous êtes d'accord avec ce que Madame Tsam vient de dire? Est-ce que finalement, ce sont les Gabonais qui pourraient se reconnaître dans cette moralité permettez l'expression, voilà. Moralité douteuse. Vous avez complété. Nous sommes en 2025. Le système d'amplification des stratégies de vol a été mis en place à partir de 2009. Et à partir de 2009, l'homme vaillant du Gabon, qui devait être directeur de cabinet d'Ali Bongo Ondimba, Jean-Pierre Oyiba, Jean-Pierre Oyiba, avait été confronté à un problème qui n'avait rien à voir avec ses fonctions, en rapport avec la BAC. Pour se dégager de cela, il s'est mis à disposition de la justice, il a démissionné. Pourquoi il a démissionné? C'est parce que le marabout qui était à côté, qu'on appelle Akombesi, c'était un marabout. Là, vous êtes en train d'aller... Monsieur Mintsa, restons sur les faits. Restons sur les faits. Pourquoi vous voulez regarder là où vous êtes tombé sans regarder là où vous avez trébuché? Alors, l'ancien directeur de cabinet, voilà. Monsieur Akombesi, oui. Vous comprenez bien que lui, quand il arrive, sachant bien qu'il va obligatoirement retourner dans son pays
on appelait les Béninois, mais les Dahomey à l'époque, il va retourner au Bénin. Qu'est-ce qu'il fait? Il met en place un système. Ce système de vol, ça a commencé par Akrombessi. J'ai regardé quelques vidéos d'Akrombessi chez lui où il est célébré comme un roi, avec tout ce qu'il a fait. Nous avons vu ça, avec l'argent d'où? L'argent du Gabon. À côté d'Akrombessi, il y avait celui qui avait la responsabilité de conduire le PSGE, le plan stratégique Gabon émergent, pour que le Gabon soit émergent à l'horizon 2025, avec la construction de 5 000 logements par an. Ces 5 000 logements par an n'ont jamais été construits au Gabon, mais plutôt au Rwanda. Alors, à cet instant-là, nous avons commencé déjà à regarder ce qui se passe. Bon, quand, comment il s'appelle? Quand Akrombessi part, mais il laisse les relais. Akrombessi a été placé là en complicité avec Sylvia Bongo. Les gens ne le savent, mais c'est la vérité. Et il avait été placé là pour former Nouroudine. On forme Nouroudine dans quoi aux côtés d'Akrombessi? Mais c'est dans le vol. Alors, ce que vous dites, c'est quand même intéressant parce que ça remet en question comment on arrive à avoir accès aux plus hautes fonctions de l'État. Est-ce que c'est parce que je connais M. Mintsa que je peux être nommé demain conseiller spécial du président? Est-ce que c'est parce que je connais Mme Sam que je peux occuper la tête de la mairie de Libreville? Est-ce que c'est tout un système, effectivement, qui est remis ici en question, M. Mintsa? Mais ce système est remis en question, c'est un système qui date de 2009. Donc l'année d'accession au pouvoir de M. Ali Bongo. Voilà. Donc, vous voyez qu'un système qui date de 2009, bon, on ne peut pas le détruire en deux ans de transition. Je dis bien un système qui est de 2009, parce que le système de 2009 à 2023 n'est pas le même que de 1975 à 2008. Il n'est pas le même. Bon, de 1975 à 2008... Ou 67, l'accession d'Omar Bongo. Ou 67 à 2008, la durée est longue, mais les actes qu'ils ont posés n'ont rien à voir avec l'ampleur des dégâts que nous avons constatés entre 2009 et 2023. En peu de temps, Bongo Père lui-même, il n'a même pas pu se retrouver en compte dans l'un de ses comptes avec 100 plus de milliards. 300 milliards. Bongo Père. Bon. Vous parlez d'Ali Bongo. Non, plus de 300 Bongo milliards Père, dans son je compte. parle de Bongo Père lui-même. Il était très généreux, mais son fils, durant ces 14 ans de mandat, oui, on a quand même retrouvé environ 250 milliards, n'est-ce pas? Bon, lui, il était président. Son fils, à quelle qualité? Sa femme, à quelle qualité? Tous les enfants que j'ai vus à la télé là, parce qu'ils sont nés pour la plupart après moi, nous on a appris ici, on sait ce que nous on a fait, et ils sont allés apprendre dans le Canada pour apprendre les stratégies de vol. Comment on peut justifier de telles sommes d'argent? C'est la question qu'on se pose ça veut dire que le début de cette semaine, M. Mintsa. Vous comprenez que les gens ne meurent pas pour rien. Les gens ne meurent pas pour rien. Comme pour dire. Si et seulement si on constate que vous êtes un obstacle à l'objectif que les uns et les autres veulent atteindre, vous devenez vraiment un objectif. Vous devenez un objectif. Alors, permettez, M. Mintsa, que l'on reparte du côté du palais de justice, réécouter quelques extraits quand même de cette enquête de moralité avec ceux qui ont pu passer devant la cour depuis ce matin. Alors, on aura l'occasion, si la technique nous le permet, de repartir du côté du palais de justice. Madame Nsam, j'avais quand même une question. Lorsqu'on les écoute, et on a écouté M. Ota en particulier, la Cour pose quand même des questions, j'ai envie de dire, assez sensibles, qui touchent à l'intimité et parfois même au cas de maladie. On l'a écouté, il est atteint d'une tumeur cancérigène. Est-ce que là, ce n'est pas dévoiler le secret médical, même lorsqu'on veut parler d'enquête de moralité? Et peut-être l'erreur souvent que la société veut faire quand on veut faire en fait ce qu'on appelle chez nous, notre jargon, la politique de l'autruche. Quand on veut connaître qui est quelqu'un, on va toucher en façon soi-disant intimité. Parce que c'est dans l'intimité, effectivement, qu'on va découvrir, en fait, la personne va se sentir libre. Et là, on est face à un jugement, qui, pas de jugement, n'a pas la capacité de pouvoir, effectivement, dire ce qu'il ne faut pas dire aux yeux de tout le monde. Donc, c'est vrai que là, on relève son état de santé. C'est vrai que moi, d'autres, on peut relayer le fait que, pourquoi on le dit à M. Ota, c'est certains
pu décrier sur les réseaux en disant on veut que M. Ota puisse s'acquérir d'un privilège dans la mesure où justement sa santé en fait, ne le permet pas. Mais cependant, le dire permet en fait de comprendre que son état de santé est fébrile, donc de ce fait, il ne va peut-être pas avoir les... On parle quand même d'une tumeur cancérigène, c'est pas comme pour les autres où on parle d'hypertension artérielle où c'est facilement, on peut facilement le dire, M. Minsa, lorsqu'on atteint ce genre, même si tous, hein, à la barre et devant la cour, ont admis à l'issue de leur interrogatoire, s'il faut l'appeler comme ça, qu'ils étaient aptes à répondre de leurs poursuites. Vous savez, on ne peut pas souhaiter même à son pire ennemi d'être atteint du cancer. On ne peut pas. Ça veut dire que pour ce monsieur particulier, M. Ota, il peut quand même bénéficier des circonstances atténuantes. Parce que la maladie égale maladie. Toutefois, les voleurs carriéristes qui sont à Londres aujourd'hui, c'est la raison qu'ils ont évoquée, les voleurs carriéristes. Effectivement. Raison médicale. Vous voyez, l'esprit humaniste du président Oligui a fait en sorte qu'il comprenne, compatisse à cet argument médical qui avait été avancé, ne sachant pas que ces voleurs carriéristes avaient d'autres plans derrière la raison médicale. Donc, je m'interroge. Là encore, on parle de la moralité. Oui. Quand on parle là de la moralité, vous savez, la santé, rien ne vaut la santé. Rien ne vaut la santé. Alors, à cet instant, si ça ne dépendait que de moi, il doit subir les examens, parce que si la justice prend la décision de mettre ce monsieur en liberté provisoire pour traitement, pour subir les soins de santé ailleurs, on peut être surpris que pendant qu'il est ailleurs, qu'il soit devenu maintenant un vrai homme d'affaires, il va rejoindre son groupe de fondateurs, qui est Noureddine Bongo et Sylvia Bongo. Valentin. À cet instant-là, je me dis, vraiment, la justice doit faire son travail. Bon, vous savez, j'ai vu quand les candidats préparaient leur dossier pour la présidentielle 2023. Qu'est-ce que les médecins ont dit? Ils ont fait le certificat médical d'Ali Bongo Ndimba. Qu'il était apte à être candidat. Il était apte. Sachant qu'il avait déjà eu un AVC en 2018. Voilà. Donc, l'aptitude là, c'est ce que nous on voyait quand lui-même il a dit 5 ans, je n'ai pas dirigé le Gabon. L'aptitude là, c'est le retrait inaperçu de ces visas d'opportunité et de conformité par son fils Noureddine, afin de dépouiller le trésor public. C'est l'aptitude. L'aptitude là, c'est ce qui a amené Noureddine à nommer à ses côtés un directeur général qui est au privé, conseiller spécial du président, alors que Ali Bongo ne le connaissait même pas. C'est grave. Oui. Donc c'est autant d'éléments. Ça veut dire que tous ceux qui sont là, je vous assure que personne ne vous dira là-bas que réellement c'est Ali Bongo lui-même qui m'a nommé. Ces enfants qu'on appelle Noureddine et sa mère là, ils ont nommé des premiers ministres. Il faut regarder leur décret, c'est-à-dire à partir du moment où Ali Bongo est tombé malade en octobre 2018, tous les gouvernements qui sont arrivés là, on doit remettre en cause la conformité de ces décrets, parce qu'ils n'étaient pas aptes à faire tout cela. D'où la restauration des institutions. Effectivement. Donc, et ces premiers ministres ont été là. Et ces ministres sont là. Ils sont même encore au gouvernement de mon président. Là, ils sont là. Mais pourquoi ils y demeurent? Bon, vous savez, un système qui date de 2009 à 2023, on ne peut pas l'enlever en 2 ans. C'est petit à petit. Pendant la transition, notre transition a été un cas école, vous voyez. Et au soir du 12 avril 2025, nous avons plébiscité notre président à hauteur de 94,85%. Ça veut dire que désormais, il a des comptes à rendre aux populations gabonaises. Et pour rendre les comptes aux populations gabonaises, il doit lui-même s'en tenir à sa parole. Parce que lui-même, il dit, quand il fait son dernier discours à Bessieux, il dit « Je vous ai écouté, je vous ai compris, donc nous attendons au prochain gouvernement
que les gens de Sylvia Bongo, qui sont au gouvernement là, que lui-même aussi il connaît, le président connaît ces gens-là, ils sont là, au gouvernement là, qu'ils partent, et puis on fait leur bilan, on va dans une boîte qui s'appelle l'ASG, on regarde tous les recrutements qui ont été faits pendant cette période. Non, 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 j'aime l'ASG parce que l'ASG me gaspille les appareils électroménagers à la maison. C'est pourquoi j'aime l'ASG. Ça veut dire... Entreprises également qui ne font pas nécessairement bien leur travail. Et on va regarder partout, partout. Mais avant que de commencer là-bas, on va commencer là-bas dans cette maison qui s'appelle présidence. On va commencer par la présidence de la République. Madame Nsam, on vous permettra de conclure peut-être avec cette enquête de moralité. Finalement, qu'est-ce qu'on retient et comment cela pourra aider la Cour pour la suite de la procédure? Alors, c'est très important de pouvoir faire intervenir vraiment des psychologues quand on se retrouve dans ce genre de cas d'école. Parce qu'en réalité, pour connaître la personnalité de quelqu'un, il y a beaucoup d'enquêtes minutieuses à faire, notamment à faire passer des tests psychologiques qui vont effectivement comprendre qui en fait qui a de la valeur et qui ne l'a pas. On parle de moralité. La moralité est justement le résultat de tout ce qu'on a pu avoir comme acquisition qui nous permet de poser des actions. Cependant, nous nous retrouvons dans une société où, en fait, malheureusement, il y a un système qui est préétabli et que, justement, ces personnes qui, dans la mesure, en griffe, ont eu peut-être de bonnes valeurs, mais se retrouvent, en fait, embrigadées dans un système. Et ce système, ils ont suivi le système parce que, comme je le disais, ils sont ceux-là qui sont devant la barre aujourd'hui, mais il y en a combien qui méritent d'être là? Donc, pour dire que c'est très important de pouvoir, comme ça, faire intervenir les spécialistes du comportement pour effectivement vous aider à bien avoir cette enquête de moralité. À bien cerner la problématique dans tous les cas. Et connaître effectivement... Et établir les responsabilités. Même dans les recrutements, même dans les nominations. Parce qu'aujourd'hui, en réalité, remarquez que nous avons beaucoup de maladies mentales dans notre environnement. Vous voyez des personnes très bien vêtues, mais des actions qu'ils posent ou encore des comportements estimés, mais est-ce que la personne est bien dans son esprit? C'est pour dire beaucoup de gens ont eu de frustration au sein de vos environnements, malheureusement parce que le casting n'a pas été bon. Mais le vrai casting passe d'abord par le système. Ce système doit vraiment tomber pour permettre à ce que les personnes soient capables, aptes de pouvoir faire ce qu'ils doivent faire, où ils sont. Parce qu'en réalité, les gens ont du mal à pouvoir se déployer, donc chacun dans leur système, dans leur secteur, parce qu'on a peur des représailles. Mettre l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Merci à vous, Christelle Nsam Mikumba, psychothérapeute et psychologue, de nous avoir accompagnés. Je vous propose un extrait du côté du palais de justice. On va accueillir derrière un juriste pour venir décrypter avec nous la procédure judiciaire pour suivre dans cette édition spéciale. Et M. Minsa, il reste avec nous. Consommez-vous des alcools? Non. Très rarement, peut-être un verre de vin rouge en mangeant. En responsabilité? Oui, tout en responsabilité. Mais c'est, en tout cas, madame a interdit tout ça, donc je ne fais plus. Pour ne pas avoir de problème. Oui. Vaut mieux avoir de problème à l'extérieur qu'à l'intérieur. Oui. D'accord. Pratiquez-vous un sport? Bon, je fais du football, je pratique du football. Je fais la course de fond et je fais de l'aérobic. Souffrez-vous d'une pathologie particulière? Bon, j'avais fait un AVC en 2021 et un AVC ischémique donc, qui avait laissé des séquelles qui m'obligent à avoir... une aération cervicale, c'est-à-dire qu'il y a une assistance, comment dire, une assistance respiratoire. Voilà, tous les deux fois par mois, normalement, je dois passer 2 heures sous les appareils juste pour aérer le cerveau. Parce qu'en fait, le cerveau ne s'aère plus très bien. Il n'y a pas eu une ventilation... Une ventilation cervicale, en fait. Cérébrale. Voilà. Et malheureusement... depuis tout ce temps au niveau de la prison centrale, je n'ai pas été autorisé à voir mon médecin pour suivre régulièrement cette assistance respiratoire. Invité sur le plateau d'une chaîne française, le 8 août dernier, un ancien détenu, pour ne pas le citer,
est revenu sur son calvaire à la prison centrale de Libreville. Et il a déclaré qu'en juin 2023, vous étiez allé dans sa cellule et vous lui avez dit ceci, je cite, « Écoute, je porte tes vêtements, j'habite ta maison et après les élections, je te mettrai 20 à 30 ans, c'est décidé. » Fin de citation. Comme tout le monde, j'ai suivi cela. Est-ce exact que vous habitiez chez lui? Est-ce également exact que s'il n'y avait pas eu le coup de libération, il aurait été condamné à 25 ou 30 ans? Répondez à la question, s'il vous plaît. Nous sommes sur la personnalité, hein? C'est pour connaître la personnalité de l'accusé qui est devant vous, Monsieur le Président. C'est important. Tout à fait. Ce n'est pas une question fortuite. Monsieur Ngoulou Yann Ghislain, reconnaissez-vous être auteur de ces propos? Non, Monsieur le Président. Est-ce, par contre, vrai que vous habitiez sa maison? Je peux aussi... Oui. Répondez à la question. Oui ou non? Répondez à la question, monsieur. Lorsque... Par oui ou non, monsieur, s'il vous plaît. Si je ne m'explique pas, Monsieur le Président, comment... Donc, allez-y. Oui, allez-y. Vous habitiez la maison de la cruche? Oui, sans le savoir au départ. Sans le savoir? Oui, au départ. Oui. Et vous êtes allé le lui faire savoir en prison? Mais, comme je vous ai dit, comment je peux avoir accès à une cellule de prison? Je ne sais pas comment ça se passe. Et ce que vous avez trouvé utile, c'est d'aller habiter dans une maison dont le propriétaire venait d'être incarcéré. Vous ne trouvez pas ça un peu amoral et immoral, alors que vous avez une dizaine de maisons? Enquête de moralité avec plusieurs rebondissements. Nous accueillons sur ce plateau Maître Béranger Nzé. Il commence à être habitué de ce plateau depuis lundi. Bien sûr. Maître, bienvenue sur ce plateau. Merci beaucoup de m'accueillir à nouveau. Je rappelle donc que vous êtes avocat au barreau du Gabon. Il faut le rappeler, Maître, peut-être déjà revenir d'abord sur la procédure, parce que je vois que M. Minsa veut réagir au propos de M. Yann Ngoulou. Mais avant de donner la parole à M. Minsa, là, dans la procédure, on a épuisé l'arrêt de renvoi hier. On a commencé l'enquête de moralité depuis hier. On les a épuisés aujourd'hui. Pour la suite, ce sera quoi? Est-ce que ce procès, oui, vous nous l'avez dit, il est différent de celui de Sylvia et de Noureddine, puisque eux, ils étaient jugés par contumace. Mais on a l'impression qu'on tourne beaucoup. Est-ce qu'on va terminer ce procès avant fin novembre? Si la Cour est rapide, oui. Ils peuvent terminer avant fin novembre, mais il faut comprendre qu'un procès criminel répond à des exigences procédurales. Et parmi les exigences procédurales, vous avez l'enquête de moralité qui a débuté depuis hier. C'est pour comprendre les conditions dans lesquelles les personnes ont évolué sur le plan scolaire, universitaire, professionnel, sur le plan familial. Ça permet de capter la moralité des personnes tout au long de leur vie. Et ensuite, après cette phase d'enquête de moralité, on va aller dans la phase, effectivement, qui intéresse tout le monde, l'examen de chaque chef d'inculpation. Et là, il ne s'agira pas de dire sur tel chef d'inculpation ou pour des questions, on appelle pour nous l'instruction au fond. C'est ce qu'on dit. Donc là, on va examiner véritablement le fond du débat, la réalité des faits, tous les faits et l'intégralité des faits pour lesquels ces personnes sont véritablement présentées devant la Cour. Et donc, c'est vraiment en 3 phases un procès criminel, ou en 4 phases. La première phase, c'est la lecture de l'arrêt de renvoi, qui justifie la présence des prévenus devant la Cour. La deuxième phase, c'est l'enquête de moralité qui vient de faire, qui permet de voir l'état dans lequel les personnes ont évolué tout au long de leur vie avant d'arriver à la barre. La troisième phase, c'est l'examen au fond. On examine par interrogatoire et vous allez constater que lors de l'examen au fond, les avocats vont beaucoup plus intervenir. Parce que lorsque l'enquête de moralité, on a remarqué que les avocats interviennent de façon... Voilà, ils n'intervenaient pas beaucoup parce que c'est véritablement pas grand intérêt pour l'avocat, parce que lui, il attend véritablement l'examen au fond. L'avocat n'intervient dans ce cas que si le ministère public ou le président sort un tout petit peu de ce qu'on entend par
enquête de moralité étant d'aborder des questions de fond. Et donc, il s'agit de ramener pour dire, nous sommes sur l'enquête de moralité, poser des questions qui ont trait uniquement à l'enquête de moralité. Alors, on a remarqué, par exemple, rapidement, pour le cas de M. Abdoul, je prenais déjà cet exemple à la partie qui vous a précédé sur ce plateau, c'est que il était directeur général d'une entreprise privée, Mayena, mais il était détenteur également d'un passeport diplomatique qui, selon lui avait été remis par M. Ali Bongo à l'époque, chef de l'État, et la fonction dans ce passeport diplomatique était conseiller spécial. Alors, lorsque le procureur général a énoncé ces faits, reconnus d'ailleurs par l'accusé, l'avocat s'est levé en disant que le procureur général allait un peu vite en besogne. Est-ce qu'à ce niveau-là, ces faits ne font pas également état de la morale de l'accusé, ou est-ce qu'il fallait attendre avant d'énoncer ces faits? La frontière est très mince. Lorsque vous abordez ces faits, effectivement, on peut y voir quelques aspects moraux, mais c'est surtout des questions qui tendent sur le fond. Et donc, l'avocat, effectivement, ne pouvant pas tout de suite apprécier la frontière entre ce que l'on peut considérer comme enquête de moralité et ce qu'on peut considérer comme éléments de fond qui ne sont pas encore d'actualité, l'avocat peut intervenir pour réajuster et recadrer les choses. Et donc, dans le cas d'espèce, l'avocat a estimé que la question du ministère public tendait à une question de fond et qui n'était pas encore à l'heure des débats. Et donc, c'est une intervention d'avocat dans un procès criminel ou dans tout procès qui estime qu'il faut mettre une limite à quelque chose qui n'est pas clair. Monsieur Minson, on les a écoutés, Monsieur Mvouranjami, Monsieur Yann Goulou, il vous a un peu fait réagir puisqu'il l'a affirmé et confirmé qu'il vivait dans la maison de M. Brice Lacruche à Lianga, même s'il ne savait pas au départ que c'était la maison de M. Brice Lacruche à Lianga. Ce sera trop facile de dire qu'il ne savait pas au départ. Brice Lacruche à Lianga a été directeur de cabinet du président Ali Bongo Ondimba. Et pendant qu'il était directeur de cabinet, Noureddine Bongo était coordonnateur général des affaires présidentielles. Et il avait pour directeur de cabinet M. Yann Goulou. M. Yann Goulou. Ça veut dire que c'est un argument mensonger qu'il vient de verser en disant qu'il ne connaissait pas. Alors, vous travaillez tous, vous êtes tous dans des cabinets qui sont entretenus par Sylvia Bongo Ondimba. Sylvia Bongo. Ça veut dire que quand Lacruche est allé en prison, je dis bien Sylvia Bongo, quand Lacruche est allé en prison, c'est à la suite d'une mésentente entre Lacruche et les autres, parce que Lacruche avait une tête pensante. Il ne voulait pas s'aligner aux instructions des mauvaises pratiques. Donc, regardez ce qu'il fait, Yann. Il se déplace de son domicile, le domicile de Brice Lacruche à Lianga. Il y habite. Oui. Il va en prison dire à M. Lacruche que j'habite ta maison. Je porte tes habits. Ce qui est sûr, c'est qu'il roulait même ses voitures. Des faits qui ne semblent pas reconnaître durant cette enquête de moralité. Bon, vous pensez que Lacruche a... je voudrais vous poser une question. Ce n'est pas mon rôle. Ce n'est pas votre rôle, c'est moi qui pose des questions. Regardez, oui. Il est là. Oui. C'est ce monsieur-là qu'on appelle on aperçoit M. Yann Goulou, n'est-ce pas? Oui. Il est en prison. Vous voyez dans quel état il se trouve? Allons-y prendre la photo de Lacruche à Lianga en prison. Vous allez voir dans quel état Brice Lacruche se trouvait à son époque. Ça veut dire que ceux-là avaient l'intention de régler totalement les comptes à l'équipe de Brice Lacruche à Lianga, sur les hautes instructions de Noureddine Bongo et de sa mère. Ceux-là viennent ici, c'est parce qu'ils voulaient préserver leur poste. Ce sont les pions que mère et fils ont utilisés pour faire du mal. Ce que la Cour va dire, on ne peut pas se prononcer déjà. Maître, selon ce que M. Minsa vient de dire, c'est que M. Yann Goulou n'admet pas les faits totalement. Est-ce qu'on pourrait parler de parjure dans cette étape d'enquête de moralité? Non, on ne peut pas encore parler de parjure parce que jusque-là, il est libre d'admettre ce qu'il estime ne pas devoir admettre ou d'admettre ce qu'il estime devoir admettre. Ce qui est important, c'est qu'il y a un dossier d'instruction et tous les faits, les questions que le ministère public pose, les questions que le juge pose, que le président pose et même les questions que les avocats posent ne sont pas anodines. Chaque
question tourne autour de la réalité du dossier qui est devant Justement, toutes les j'allais parties. poser la question, Donc, quel est le rapport que l'on pourrait faire lorsqu'on évoque, je parlais déjà un peu en première partie, lorsqu'on évoque l'intimité d'un prévenu, lorsqu'on évoque où il est né, où il a grandi, comment on pourrait rapprocher cela avec les fonds qu'il aurait détournés? Non, non, vous savez, l'enquête de moralité, je prends juste un exemple. Lorsque vous avez un violeur et qui a violé une petite fille de 9 ans, vous devez vous poser la question, pourquoi a-t-il violé? Mais d'où vient-il? A-t-il vécu des sévices de sa vie? A-t-il été abusé tout petit? A-t-il un remords? A-t-il été dans un mariage, dans un foyer monogamique? A-t-il été dans un foyer polygamique ou violent, où il y avait par exemple des sévices sexuels, etc. Donc tous ces éléments permettent d'apprécier justement l'état psychologique dans lequel une personne a grandi. Si vous avez écouté M. Djoko lors de son entretien en enquête de moralité, voilà, il vous a dit une expression peut-être qui est passée inaperçue. Il a dit qu'ils ont ressenti quelque chose comme une injustice. Je pense qu'il avait été, lui, laissé au village, et tous sont allés et tout. Il a ressenti comme si lui et son petit frère ont ressenti comme une forme d'injustice. Et vous voyez à cet âge quelqu'un qui vous dit « j'ai ressenti ça à l'époque comme une forme d'injustice ». Et donc, sur un plan moral, c'est quelqu'un qui peut avoir une envie de vengeance, une envie de se réaffirmer par tous les moyens, parce qu'il estime avoir été victime d'injustice toute sa vie, et donc il est dans un esprit vengeresse. Sauf que quand on est dans un esprit vengeresse, on peut tout faire. On peut ne plus avoir de cœur, on peut ne plus avoir de limites, et on peut effectivement, par ce ressenti, justifier les faits sur un plan moral, les faits pour lesquels il est aujourd'hui présenté devant la Cour. Donc c'est juste pour vous dire que l'enquête de moralité n'est pas fortuite. Elle permet d'établir, de calquer l'état psychologique dans lequel les gens ont grandi toute leur vie. Et ça incidence très souvent dans les faits pour lesquels les gens sont. On a d'ailleurs écouté M. Kimoun, même si c'était hier, dire que M. Noureddine, par exemple, n'aimait pas beaucoup la nourriture gabonaise. Il commandait beaucoup de nourriture étrangère lorsqu'il se retrouvait. Ceci, qui est passé aussi inaperçu, pourrait peut-être M. Minsa... Mais pour dire, lorsque M. Noureddine vous dit « je me suis véritablement jamais senti culturellement attaché au Gabon ». Mais dans une récente vidéo, il dit que le Gabon lui manque. D'accord, il est dans plein de contradictions. Mais je le prends ce fait. Sur un plan psychologique, on peut se dire quelqu'un qui se dit « je n'ai jamais été culturellement attaché au Gabon », ça peut montrer que c'est quelqu'un qui n'avait aucune sympathie au fond de lui pour le Gabon. C'est quelqu'un qui n'avait donc pas de limites. Il n'avait donc aucun intérêt à avoir de la retenue pour le Gabon. Parce qu'il ne se sent pas lié par ce pays. Donc il estime qu'il peut faire à ce pays tout ce qu'il veut. Il n'aura aucun remords. Et c'est là, justement, d'où intervient l'état psychologique, l'état dans lequel les gens sont lorsqu'ils posent des actes. Mais ces états sont souvent le reflet d'un vécu qui remonte très souvent à l'enfance. Donc, vous voyez un peu ces éléments. Et c'est une étape très importante. Et vous aurez l'occasion de mieux l'apprécier lors de l'interrogatoire au fond. Vous allez vous rendre compte que les aspects psychologiques, moraux qui ont été examinés vont être utilisés par toutes les parties pour montrer que, ah ben oui, vous avez dit tout à l'heure à l'enquête de moralité mais donc ça justifierait ça dans les faits, et là vous aurez une meilleure compréhension de ce qu'on appelle le procès pénal criminel. En tout cas, on a hâte, messieurs, on va refermer cette deuxième partie qui n'était pas terminée, on se retrouve juste derrière cette petite transition pour poursuivre.